Si vous êtes cadre, manager ou dirigeant et que vous pensez que votre ancienneté, votre âge ou votre statut vous protège, alors cette vidéo est pour vous. Si vous avez vu le premier épisode et le second, alors vous avez déjà compris quelque chose d'essentiel. Le problème, ce n'est pas votre situation, c'est la manière dont vous jouez le jeu de l'entreprise. Dans l'épisode 1, on a vu les erreurs de mindset, d'état d'esprit. Dans l'épisode 2, les erreurs stratégiques. À ce stade, beaucoup de cadres pensent avoir compris. Et c'est là qu'ils se font piéger. Parce que les erreurs les plus coûteuses ne sont pas celles qu'on pense éviter. Ce sont celles qui sont liées à votre propre situation. Votre âge, votre ancienneté, votre perception des biais invisibles mais redoutables. Et dans l'entreprise, comme le rappelle Cynthia Shapiro dans Corporate Confidential, vous n'êtes jamais jugé sur votre histoire, mais sur votre coût et votre utilité ici et maintenant. Je m'appelle Amalric, je suis expert en négociation de départ, certifié à Harvard et fondateur de rupturepro.com. Et ce que je vois tous les jours, ce sont des cadres expérimentés qui se prennent les pieds dans le tapis. Pas à cause de leur stratégie, mais à cause de leurs croyances sur leur propre situation. Aujourd'hui, épisode numéro 3, les erreurs liées à votre profil, celles qui vous font échouer sans même que vous vous en rendiez compte. Alors, le mythe numéro 1, c'est l'illusion que au-dessus du minimum légal, c'est une bonne offre. Je vous donne l'exemple d'un employeur qui propose à un cadre avec 10 ans d'ancienneté une indemnité de 4 mois de salaire, alors que le minimum légal est d'environ 2 mois et demi. Le cadre se dit, c'est une bonne affaire, c'est bien plus que le minimum. En réalité, c'est une tactique classique pour donner une illusion de générosité à peu de frais, alors que le cadre aurait pu prétendre à 12, voire 15 mois dans une vraie négociation. Le minimum légal est un plancher, pas une référence. Donc une bonne offre se mesure par rapport au risque que vous représentez pour l'entreprise et au préjudice que la rupture vous cause, en fonction de votre âge, votre ancienneté, la situation du marché, de l'emploi, etc., etc. Donc ne vous comparez jamais au minimum légal. Calculez ce que coûterait à l'entreprise un contentieux avec vous. C'est cela votre véritable point de référence pour la négociation. Mythe numéro 2, pensez que finalement avec moins de 2 ans d'ancienneté, ça ne sert à rien de négocier. Alors, je vous prends l'exemple d'une jeune femme qui avait 18 mois d'ancienneté, qui était sur le point de démissionner. Son départ ne coûtait quasiment rien à l'entreprise en indemnité légale. Et je lui ai dit, c'est justement pour ça que vous devez négocier. L'entreprise n'avait aucun intérêt à prendre le moindre risque pour une si petite somme. Donc elle a négocié et obtenu 3 mois de salaire, ce qui lui a permis de voir venir. Donc c'est tout le contraire. Quand vous pensez avoir peu d'ancienneté, avec une faible ancienneté, votre départ coûte très peu cher à l'entreprise. Elle sera donc beaucoup plus encline à négocier une rallonge pour s'assurer une sortie propre et rapide. L'enjeu financier est faible pour elle, mais peut-être important pour vous. 3-4 mois de salaire, ça peut faire la différence chez vous. Donc même avec un peu d'ancienneté, ne démissionnez jamais sans tenter au moins une négociation. Vous serez surpris de la facilité avec laquelle vous pouvez obtenir un petit capital de départ. Mythe numéro 3, c'est croire que parce que vous avez beaucoup d'ancienneté, ils vont attendre votre démission. Un directeur avec 20 ans d'ancienneté était persuadé que l'entreprise jouerait la montre. Sur mes conseils, il a changé de posture. Il a montré de manière crédible qu'il ne démissionnerait absolument jamais et qu'il était prêt à rester, même démotivé. Donc l'employeur a fait un calcul simple. Le coût de son maintien en poste, salaire, charge, impact sur l'équipe, dépassait de loin le coût d'une belle indemnité de départ. Donc la stratégie de l'usure n'est payante pour l'entreprise que si vous montrez des signes de faiblesse. Si vous démontrez que vous ne craquerez pas, le calcul de l'employeur change. Votre force est votre détermination à rester si aucun accord n'est trouvé. Ne laissez jamais transparaître que la démission est une option pour vous. Si c'est le cas, je peux vous garantir d'une chose, c'est que vous démissionnerez. Vous allez vite lâcher. 3-6 mois, ça peut être très long, surtout quand on est prêt à démissionner. Donc, si vous ne laissez jamais transparaître que cette démission est possible, est une option envisageable pour vous, alors je vous garantis que c'est une assurance vie pour la négociation, votre négociation. Mythe numéro 4, c'est de se dire, à 60 ans, ma carrière est finie. Un client de 61 ans se sentait complètement résigné. Et voilà, qui va m'embaucher à mon âge, me disait-il, qu'est-ce que je vais faire derrière? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a transformé cette croyance limitante en son argument de négociation principal. Le préjudice lié à son âge et à sa difficulté
à retrouver un emploi, forcément, à son âge, était son levier le plus puissant. Et il a obtenu une indemnité très confortable qui lui a permis de financer sa création d'entreprise. Alors, il n'a pas monté la future boîte du siècle, mais il se met à son compte, il fait du consulting, une petite boîte, voilà. Donc votre âge n'est pas une faiblesse, c'est un argument de poids. Votre difficulté potentielle à retrouver un emploi constitue un préjudice important que l'entreprise doit compenser pour éviter un risque prud'homal. Donc ne subissez pas votre âge, utilisez-le. Une négociation bien menée à 60 ans peut être le tremplin vers une fin de carrière choisie. Comme je vous disais, mettre en conseil, faire de l'entrepreneuriat, et non juste une mise à l'écart subie. Ressaisissez-vous, surtout que je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, mais en fonction de votre âge légal, en fonction de la retraite à taux plein, il y a des ajustements qui peuvent être très intéressants au niveau de l'assurance chômage, au niveau de la fiscalité. Voilà. Mythe numéro 5. On passe à cette autre croyance qui est de dire je suis trop vieux, ils attendent juste ma retraite. Je donne l'exemple d'un cadre qui avait 64 ans et qui pensait que tout était joué. Son manager lui demandait régulièrement alors, c'est pour quand la retraite? Alors, quand est-ce qu'on fait ton pot de départ? Voilà. Sur mes conseils, il a cessé de donner la moindre information sur ses intentions. Sa réponse est devenue moi, je suis en pleine forme. J'aime mon travail, je le fais bien, je compte bien rester encore quelques années. L'incertitude qu'il a créée a poussé l'employeur qui voulait rajeunir les équipes à venir lui proposer un accord de départ. L'employeur ne peut pas vous mettre à la retraite d'office avant 70 ans. Donc si vous ne dévoilez pas vos intentions, il est dans le flou. Le coût de vous garder 3, 4, 5 ans de plus peut l'inciter à négocier un départ maintenant. Donc gardez vos intentions pour vous, ne donnez jamais votre date de départ potentielle à la retraite. C'est l'une de vos meilleures cartes de négociation. Mythe numéro 6, et on reste dans la retraite, c'est de croire que vous êtes protégé car vous pouvez prendre votre retraite à taux plein. Un client pensait être intouchable car il venait d'atteindre les conditions pour une retraite à taux plein. Entre guillemets, il est retraitable. Donc il ne préparait aucune stratégie de départ, l'entreprise a pourtant engagé une procédure de licenciement. Devant les juges, l'avocat de l'entreprise a argumenté que le préjudice du salarié était très faible puisqu'une pension de retraite l'attendait. Et le fait que vous puissiez partir ne signifie pas que vous êtes protégé. Au contraire, cela peut être vu comme une circonstance atténuante pour l'employeur qui considérera que votre préjudice financier est donc moindre. Donc même si vous avez tout vos trimestres, continuez à montrer votre intention de travailler. Votre statut de futur retraité ne vous protège pas. Il peut même affaiblir votre cas si vous ne le gérez pas correctement. Mythe numéro 7. Peut-être que vous êtes intimidé par le montant de l'indemnité pour 30 ans d'ancienneté. Ça arrive. Un homme cadre dans une grosse boîte avec 30 ans de maison n'osait pas envisager une négociation. Il me disait, voilà, l'indemnité sera tellement énorme qu'ils refuseront tout de suite. Et je lui ai demandé, mais quel est le coût pour eux de vous garder 3 ans de plus avec votre salaire de directeur? Et puis, les 30 années de service, si on regarde le légal, c'est la loi. Vous les méritez, n'est-ce pas? Vous les avez accumulés, n'est-ce pas? Vous leur avez fait gagner de l'argent, n'est-ce pas? Donc, le calcul a été vite fait. Le versement d'une indemnité, même substantielle, était un excellent investissement, si je puis dire, pour l'entreprise. Tout est une question de comparaison. Un coût élevé en absolu peut être une bonne affaire en relatif. Le coût de l'indemnité doit être comparé au coût de maintien en poste d'un salarié qui n'est plus en phase avec la stratégie ou qui ne fait plus partie des plans. Et puis surtout, quand vous avez 30 ans de service, parfois on peut se dire, vu ce qu'il nous a rapporté, on n'est pas à ça près. Donc ne soyez pas intimidés par les gros chiffres, faites le calcul du point de vue de l'entreprise, présentez votre départ négocié comme une solution rentable pour elle. Attention en revanche, si vous amenez les choses de la mauvaise manière, il pourrait très bien dire non, toi tu as envie de partir, donc vas-y, mais on ne te paiera pas. Donc ne dévoilez pas vos intentions. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire votre calcul apothicaire et puis de leur remettre une feuille en disant « Oui, vous allez gagner 200 ou 300 000 euros ou 1 million sur les 3 prochaines années. » Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais dites-vous bien qu'il ne faut pas que vous soyez dans une posture de quelqu'un qui se limite. Donc, pas de posture de demande, pas de posture limitante ou de quelqu'un qui courbe l'échine, non. Avant de vous dévoiler ce que cache le statut de cadre dirigeant d'ailleurs, si vous êtes cadre et que vous sentez que votre trajectoire de carrière s'essouffle ou que votre direction commence à se réorganiser autour de vous, c'est probablement le bon moment pour sortir intelligemment. Une négociation de départ ne doit pas être laissée au hasard.
Si vous voulez qu'on vous aide à construire votre stratégie de négociation étape par étape, prenez un rendez-vous sur rupturepro.com. Et donc on passe au mythe numéro 8, la fausse croyance du cadre dirigeant n'a aucun droit. Un cadre dirigeant pensait que son statut le privait de tout recours. Il s'apprêtait à accepter les conditions de départ dictées par son PDG. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a retravaillé sur les angles d'attaque spécifiques à son statut. La remise en cause de la validité même de son statut de dirigeant, l'impact de son départ sur la stratégie, les clauses de son pacte d'associés. Et ces leviers lui ont permis de négocier un golden parachute conséquent. Donc, c'est vrai, le statut de cadre dirigeant implique des dérogations, mais c'est faux à l'idée de dire que vous n'avez aucun droit, car vous restez un salarié protégé par un contrat. Votre position stratégique et votre niveau d'information sont des leviers de négociation extrêmement puissants. Donc, ne vous auto-censurez pas, votre statut vous donne accès à des leviers de négociation différents et souvent bien plus puissants que pour un salarié que je pourrais considérer comme classique. Donc, faites-vous accompagner pour les identifier, pour les quantifier, pour les valoriser et pour encaisser un gros chèque. Mythe numéro 9, l'erreur fatale de se dire j'ai déjà signé ailleurs. Alors là, c'est le chaos direct, uppercut. Un client auquel je pense, là, fier de lui, annonce à son DRH qu'il a trouvé un meilleur poste. Un meilleur poste ailleurs, et d'ailleurs qu'il aimerait négocier une rupture conventionnelle pour partir en bon terme. Le DRH lui a souri. Bravo, félicitations, cher monsieur. Et il a conclu, dans ce cas, il vous suffit de démissionner. Belle continuation. Et là, c'est fin du game, fin de la partie. C'est normal. Déjà, la règle d'or, c'est de ne jamais révéler votre intention à votre employeur actuel, le fait que vous ayez un projet, le fait que vous ayez trouvé autre chose. Ça, c'est pour vous, vous le gardez pour vous. La négociation se base sur le préjudice que la rupture vous cause. Si vous avez déjà un autre job, votre préjudice est de 0. Votre futur poste est votre filet de sécurité personnel, pas un argument de négociation. Gardez-le secret jusqu'à ce que l'accord de départ soit signé, scellé, validé, voire même encaissé. C'est extrêmement important. Mythe numéro 10, et c'est le numéro 30 puisqu'on est au 3e épisode, c'est de paniquer et de se dire « ouais, voilà, mon nouveau job commence dans 3 mois ». Et ça, c'est le cas d'un cadre, et ça arrive très souvent, qui m'appelle en panique en me disant « voilà, moi je dois commencer mon nouveau travail dans 3 mois. C'est trop court, je vais devoir démissionner ». Alors je l'ai rassuré, 3 mois, c'est tout à fait jouable pour une négociation bien menée. Nous avons mis en place une stratégie express dans laquelle il a pu signer son accord et commencer son nouveau job à temps plein, avec un joli chèque en prime. 3 mois, c'est un délai tout à fait raisonnable pour mener une négociation complète si vous êtes efficace et si votre stratégie est prête dès le premier jour. Donc ne sacrifiez pas votre négociation par peur du calendrier, la panique est mauvaise conseillère. Avec une bonne méthode, le timing peut être respecté. Néanmoins, ne signez pas des promesses d'embauche comme ça et après vous dire en fait pourquoi je négocierai pas. Tout ce que vous pouvez faire en amont, tout ce que vous pouvez anticiper vous permettra de sortir dans de meilleures conditions. Plus on anticipe, meilleures sont les conditions de sortie, tant sur le plan humain que sur le plan financier. Donc là, vous venez de voir 10 nouvelles fausses croyances et normalement, là, ça commence à faire mal. 10 plus 10 plus 10, Parce que cette fois, le problème ce n'est plus votre méthode, c'est vous, c'est votre perception, c'est votre position, c'est votre histoire dans l'entreprise. Et c'est exactement là que tout se joue. Ce n'est pas la réalité qui compte. C'est la perception de votre levier. Et la majorité des cadres font la même erreur. Ils sous-estiment en fait leur pouvoir et surestiment celui de l'entreprise. Donc le résultat, c'est qu'ils se brident, ils s'auto-censurent, ils acceptent moins alors qu'ils pouvaient obtenir plus, beaucoup plus, parce qu'il y en a beaucoup qui partent avec 0. Et pourtant, ce que vous venez de voir, ce n'est pas toujours le niveau le plus critique. Dans le dernier épisode, on va entrer dans la phase finale, la négociation elle-même. Quoi dire? Quand parler? Quand se taire? Comment répondre à la pression? Les erreurs de dernière ligne droite, celles qui font la différence entre un accord moyen et un très gros package. Donc si vous êtes encore là, ne ratez pas la suite parce que tout se joue maintenant. À la semaine prochaine.